Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Aujourd'hui, on regarde un instrument de mesure de base. Il est de base, bien qu'il soit plus gros et un peu plus cher. Il s'agit de l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. On en a deux. L'oscilloscope est un instrument, un peu comme un multimètre, qui permet d'analyser un signal. Dans le cas de l'oscilloscope, il nous permet de regarder des signaux qui varient dans le temps assez rapidement, ce qu'un multimètre ne pourrait vraisemblablement pas faire. Il nous permet de voir la forme de l'onde et l'amplitude du signal, ainsi que de mesurer sa fréquence. Tout ça de façon visuelle. L'oscilloscope est un peu plus gros et un peu plus cher qu'un multimètre, mais c'est quand même considéré comme un instrument de base, puisqu'il nous permet de sortir du noir lorsqu'il y a un signal inconnu qu'on désire connaître. Alors commençons par l'oscilloscope analogique. Par la suite, nous regarderons l'oscilloscope numérique. Alors ici, on a un exemple d'un oscilloscope analogique. Il s'agit ici d'un Tektronix 2215A. Cet oscilloscope a une bande passante de 60 MHz. Donc, il peut visualiser des signaux allant jusqu'à 60 MHz. Il peut même aller un petit peu plus haut, mais avec une amplitude réduite. Alors, on a un exemple ici d'une forme d'onde triangulaire qui est affichée par l'oscilloscope. Comme vous voyez, c'est un oscilloscope assez récent, qui doit dater peut-être d'une quinzaine ou une vingtaine d'années. Son écran est encore très fort, très puissant et très net. L'oscilloscope est quand même assez gros. La profondeur est de, je vous dirais, 40 cm environ. C'est assez profond, mais ça va bien sur une établie. L'oscilloscope en question, pourquoi il est si gros? Parce qu'il y a un tube à écran cathodique, ici, qui fait probablement les 3/4 du boîtier à l'intérieur. Donc on n'a pas le choix d'avoir un appareil assez profond dans ce cas-ci. Par contre, l'avantage d'un oscilloscope comme celui-ci, l'oscilloscope analogique, c'est que dans le marché de l'usager, des puces, il est moins cher. Je l'ai payé une cinquantaine de dollars cet oscilloscope, en parfaite condition. Si vous cherchez le moindrement, vous allez être capable d'en trouver un comme celui-ci, similaire, avec des caractéristiques similaires pour un prix raisonnable. L'avantage de ces oscilloscopes, aujourd'hui, c'est le prix, sans aucun doute. Il y a quelques petits avantages qui sont probablement secondaires d'avoir un oscilloscope analogique plutôt qu'un oscilloscope numérique. Mais disons que le coût, donc, d'entrée de gamme, c'est ce qui est le plus facile à obtenir. L'inconvénient d'un oscilloscope, c'est qu'il n'y a pas de mémoire pour la forme de l'onde. Ce qui veut dire que s'il y a un événement ponctuel, donc une seule pulsation par exemple qu'on veut capter, on ne sera pas capable de le faire avec un oscilloscope comme celui-ci, parce qu'il n'y a pas de mémoire pour capturer cet événement. Certains oscilloscopes analogiques, c'était dans les plus onéreux, avaient et ont une mémoire analogique de rétention. Donc l'écran va retenir la forme de l'onde, même si ce n'était qu'un seul événement. Mais il n'y en a pas beaucoup de ce genre d'oscilloscope sur le marché. La plupart n'ont pas de mémoire de forme d'onde. Et donc, pour analyser un signal, on souhaite qu'il soit périodique, donc répétitif, comme c'est le cas ici, d'un signal triangulaire répétitif. Ce qui est habituellement le cas, mais pas toujours. Dans le monde des signaux numériques, dans le monde des microprocesseurs, par exemple, parfois on est intéressé à un événement qui est ponctuel, par exemple, un envoi de données sur un port série, qui la plupart du temps est tranquille et donc est en mode veille, et soudainement, il envoie quelques pulsations, donc quelques bits, et il retombe en mode veille. À ce moment-là, c'est difficile de capturer ce genre d'événement avec un oscilloscope analogique. Mais pour la plupart des applications autres, où le signal est répétitif, donc périodique, un oscilloscope analogique fait très bien l'affaire. Je vous conseille fortement d'acheter un oscilloscope, qu'il soit numérique ou analogique, d'un minimum de 2 canaux. Ici, on en a 2. Habituellement, on utilise
un seul canal pour aller mesurer directement dans les circuits. Mais il arrive parfois qu'on a besoin de regarder deux signaux simultanés. Et n'avoir qu'un seul canal, c'est un peu comme embêtant. C'est difficile de pouvoir voir la synchronisation ou la relation entre les deux signaux. Minimum 2. Il est courant de voir des oscilloscopes à 4 canaux aussi, ce qui est très bien. Alors ça, c'est l'oscilloscope analogique. On va regarder par la suite des oscilloscopes numériques, un peu plus chers, mais qui ont des fonctionnalités additionnelles très intéressantes. Je ne rentrerai pas dans les détails de fonctionnement et d'opération d'un oscilloscope, car cette chronique durerait beaucoup plus que le temps présent. Il suffit de dire cependant qu'il y aura toujours un ajustement d'intensité à l'écran pour pouvoir voir la forme d'onde dans différents contextes d'éclairage. Il y aura aussi un ajustement de focus pour la forme de l'onde. Tous les oscilloscopes auront cela. Par la suite, il y aura une zone verticale où on ajuste l'amplitude du signal que l'on désire visualiser. Il y aura ensuite une zone horizontale où vraiment là, on va choisir l'échantillonnage, donc le nombre de cycles qu'on va voir à l'écran. Il y aura ensuite des zones, par exemple, comme ajustement des positions, ici, position verticale, position horizontale. C'est classique sur les oscilloscopes. Et il y aura une zone ici pour le déclenchement. En anglais, on dit trigger. Et partout, on voit le mot trigger. Alors, est-ce qu'on veut que le canal 1 déclenche l'oscilloscope ou on veut que le canal 2 déclenche l'oscilloscope? Alors ça, c'est le genre de choix que l'on va faire ici. Certains oscilloscopes analogiques ont aussi la mesure d'amplitude intégrée dans l'oscilloscope, ce qui est très bien. Amplitude et fréquence. En plus d'avoir des curseurs qui vont nous permettre de mesurer les différences d'amplitude et les différences de temps. Cet oscilloscope-ci ne l'a pas. Mais il y en a plusieurs dans les analogiques qui ont cette fonction. Alors, ce n'est pas réservé aux oscilloscopes numériques, ce genre de fonction de mesure avec des curseurs. Beaucoup d'oscilloscopes analogiques ont cela. Donc, en soi, ce n'est pas nécessairement un problème, même avec les oscilloscopes analogiques. Alors ça, c'est essentiellement ce qu'on voit sur un oscilloscope, les différentes zones de travail. Je vais vous parler un petit peu plus tard du choix des sondes logiques. Une sonde. Ainsi que les terminaisons. La terminaison 50 ohms sur certains oscilloscopes. Et la visualisation des ondes radio, des ondes à haute fréquence, à l'aide de terminaisons. Tombons maintenant dans le monde des oscilloscopes numériques. En commençant par un petit oscilloscope qui est très abordable, très accessible. Celui-ci se vend environ une centaine de dollars. Je l'ai acheté sur eBay. C'est un petit oscilloscope, comme vous voyez. Regardez ma main. Tout petit. Mais qui, quand même, fait son travail de très bonne façon. Il a une bande passante, celui-là, de 10 MHz, ce qui n'est pas beaucoup, mais quand même qui est suffisant pour bidouiller dans notre petit coin à la maison. Son taux d'échantillonnage est de 48 mégas échantillons par seconde. Donc, ce qui est quand même suffisant pour afficher un signal de 10 MHz d'une bonne façon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les fonctions de base, absolument. La zone verticale, donc ajustement de l'amplitude du signal à l'entrée. Une zone horizontale, ici, le curseur qui nous permet de changer la base de temps, donc de voir plus ou moins de forme d'onde, ainsi que des contrôles additionnels pour ajuster le déclenchement, donc le trigger, ainsi que plusieurs autres fonctions. Alors cet oscilloscope-là est numérique, et donc lorsqu'on retire le signal, il garde la dernière forme d'onde qui a été fournie. Je vous en mets un autre exemple. Je retire. Il a gardé en mémoire la forme de l'onde. Je peux ensuite compter mes divisions, compter
le temps de l'impulsion, analyser sa forme d'onde, etc. Ce petit oscilloscope-là n'a pas de curseur. C'est son petit défaut. On n'a pas de curseur pour mesurer l'amplitude et la fréquence. Cependant, ça demeure un oscilloscope numérique très utile pour bidouiller, soit autour de l'automobile, soit à la maison, à notre établi. Ça vient avec une sonde et il n'y a pas de pile à l'intérieur, ça vient avec un bloc d'alimentation mural, mais cependant, on peut, avec un bloc pile externe au lithium-ion, on peut facilement se gambader autour de la maison avec ce bloc pile. Alors voilà, ça c'est un diminutif d'oscilloscope numérique. Ça peut faire très bien l'affaire. Je voulais vous montrer une extrémité du marché. Maintenant, je vais vous en montrer une autre. Alors ici, on a un oscilloscope numérique à écran cathodique, encore une fois. Donc, c'est visiblement un appareil de génération antérieure. Aujourd'hui, si vous achetez un oscilloscope d'échantillonnage numérique, il aura vraisemblablement un écran à affichage à cristal liquide. Mais c'est un appareil quand même qui est très bien équipé, qui fait un très bon travail, monochrome. Aujourd'hui, vous aurez sans doute de la couleur. On n'arrête pas le progrès, que voulez-vous? Cet appareil a une bande passante de 500 MHz et un taux d'échantillonnage maximum de 2 giga échantillonnage par seconde, ce qui est beaucoup quand même. Donc c'est un bon oscilloscope. Voici maintenant des caractéristiques principales d'un oscilloscope numérique. D'abord, il y a possibilité de capturer en effet la forme d'onde à l'écran et même de la sauvegarder en mémoire pour la rappeler un peu plus tard. Alors voici, je le fais fonctionner à nouveau. Ça, c'est sa première caractéristique, mémoire de forme d'onde. L'autre caractéristique, ce sont les markers, et donc les lignes, qui nous permettent, en se déplaçant, de mesurer, par exemple, la fréquence ou le temps entre les deux marqueurs. Alors, on me dit ici que c'est une fréquence de 500 Hz. Si je mesure entre les deux ici, j'ai 2 millisecondes. Et donc, 500 Hz pour la fréquence. Là, je me suis servi des marqueurs dans le domaine du temps, et je pourrais très bien me servir des marqueurs dans le domaine de la tension, et je pourrais mesurer des différences de tension. L'autre caractéristique intéressante, si j'éteins les marqueurs, c'est que je peux demander à l'appareil de me donner l'amplitude, par exemple, l'amplitude du signal et la fréquence, ce qui fait à chaque forme d'onde qu'il capture. Je pourrais mesurer les largeurs de pulsation, je pourrais mesurer l'amplitude RMS, le pourcentage qu'on appelle le duty cycle, donc le pourcentage du temps que la pulsation est haute versus ce qu'elle est basse. On s'attend à ce que ça serait à peu près 50%. Alors je vais le vérifier. Voilà, 49, 50, 49, 50. Alors c'est environ 50%. En passant, les oscilloscopes n'auront jamais la précision en amplitude et en fréquence d'un bon compteur de fréquence et d'un bon multimètre. Mais ça donne une bonne indication quand même du signal qu'on est en train de mesurer. La plupart des oscilloscopes d'entrée de gamme auront une résolution verticale de 8 bits. C'est-à-dire qu'il y aura 255 positions possibles affichées sur l'écran, à la verticale. On pourrait penser que ce n'est pas beaucoup, mais c'est bien suffisant pour afficher des signaux. Il y en a qui existent à 9, 10 et 12 bits, mais un oscilloscope à 8 bits, c'est bien suffisant. Alors voilà, ça je vous ai dit donc les avantages d'un oscilloscope numérique. Celui-ci a 4 canaux en passant, de 1 à 4. Et il contient aussi des terminaisons internes de 50 ohms lorsqu'on veut visionner des signaux à fréquence très élevée. Je vous ai mentionné que j'allais revenir là-dessus. Je le ferai à la fin. L'importance d'avoir une bonne terminaison si le signal qu'on mesure se promène sur un câble coaxial. Alors voilà, ça c'est un oscilloscope numérique. Oh, en passant, j'ai oublié de mentionner. Dans ce cas-ci, il y a des disquettes, donc possibilité de sauvegarder des formes d'ondes, entre autres, ou sauvegarder des configurations de l'appareil. Aujourd'hui, bien sûr, ça se fait sur une clé USB, mais cet appareil-ci date d'une vingtaine d'années, et à l'époque,
la disquette était encore de mise pour sauvegarder les formes d'onde et ensuite les obtenir sur un PC. Cet appareil est aussi équipé d'un port GPIB à l'arrière qui permet de faire le contrôle de l'instrument et la lecture des formes d'onde à distance à partir d'un ordinateur PC. Donc, le contrôle complet peut se faire et les mesures peuvent se faire à partir d'un PC en faisant un peu de programmation à l'aide d'une interface GPIB. Alors, ça couvre pas mal, là. Ici, bien sûr, il y a toutes sortes d'autres fonctions possibles, dont, entre autres, Autoscale, donc qui va maximiser la forme à l'écran, autant en amplitude qu'en fréquence, pour si vous voulez optimiser l'affichage de la forme d'onde. On n'a qu'à peser là-dessus lorsqu'on ne connaît pas le signal, et l'appareil va ajuster ces paramètres-là pour nous donner, selon lui, ce qu'il y a de mieux à montrer. Alors ça, c'est un autre avantage d'un appareil comme celui-ci. L'inconvénient, c'est le coût, bien sûr. Un appareil comme ça m'a coûté 10 fois le prix de l'appareil oscilloscope analogique que je vous ai montré précédemment. Et vous devriez vous attendre à payer environ 500$ pour un oscilloscope d'entrée de gamme neuf. Dans l'usager, évidemment, un peu moins. Mais il faut s'attendre à payer ce prix pour avoir un oscilloscope d'entrée de gamme neuf, numérique, d'une centaine de mégahertz de bande passante. Vous pouvez en avoir à 400$ si vous vous contentez d'une bande passante de 60 MHz. Bien sûr, ces paramètres-là, comme le prix, peuvent changer dans le temps. Évidemment, je vous dis ça aujourd'hui, au mois de juin 2015. Alors, les choses changent très vite. On n'arrête pas le progrès. Au niveau des sondes logiques maintenant, vous pourriez vouloir investir très cher dans une sonde logique de haute qualité. On en a un exemple ici avec une sonde HP, qui est une sonde de 500 MHz. Mais, pour être bien honnête avec vous, une sonde à 5 à 10$ faite en Chine fait amplement l'affaire pour les usages courants. Oh, elle n'aura sûrement pas la solidité d'une sonde comme celle-ci. Celle-ci est un boîtier tout en métal. Les sondes sont bien faites au bout. Les pointes sont interchangeables, etc., etc. Il y a des accessoires qui peuvent se poser au bout de la sonde. Mais dans le fond, au fond, on a juste besoin d'une sonde standard, une sonde normale, et celle-ci va faire amplement le travail. Assurez-vous par contre que vous achetez une sonde dont la bande passante est plus élevée que l'instrument sur lequel elle va être connectée. Pourquoi? Eh bien, voici pourquoi. Assumons que vous avez une sonde qui a une bande passante spécifiée de 100 MHz. Assumons que vous la connectez sur un oscilloscope qui a aussi une bande passante de 100 MHz. Sachant que la bande passante est vraiment la limite en fréquence lorsqu'il y a une atténuation de 3 dB sur le signal, sachant cela, quelle sera la bande passante du système composé de cette sonde et de cet oscilloscope? Eh bien, évidemment, cette bande passante ne sera plus de 100 MHz. Elle va être fonction des deux bandes passantes avec la formule suivante. Donc, la bande passante de la sonde, la bande passante de l'oscilloscope, on brasse cette formule et on trouvera que la bande passante est beaucoup plus faible que 100 MHz, soit de 70 MHz. Donc, le mot d'ordre, procurez-vous une sonde dont la bande passante est beaucoup plus élevée que la bande passante de votre oscilloscope, si vous voulez avoir la pleine performance de votre oscilloscope. Dans un cas présent, je recommanderais des sondes de 250 MHz, par exemple, au minimum. Donc, on obtiendrait complètement la bande passante de 100 MHz disponible sur notre oscilloscope. Petit truc à ne pas oublier. Il y a un autre type d'oscilloscope que je ne vous ai pas mentionné. Il s'agit de l'oscilloscope numérique de type PC. Donc, une boîte connectée à un PC, un ordi. Même chose ici. Ça, c'est l'oscilloscope. Donc, pour visualiser les formes d'onde, comme il n'y a pas d'écran, on se sert de l'ordi. Ça a certains avantages et ça a certains inconvénients. Un des plus gros avantages que ça
c'est que la quantité de mémoire disponible pour mettre en mémoire les formes d'ondes est pratiquement infinie, puisque le disque dur peut être utilisé. Donc, ce n'est pas infini, mais c'est énormément plus qu'un oscilloscope traditionnel dans une boîte séparée. Ça, c'est le plus, si vous voulez, de ce genre d'ordi. Les inconvénients, eh bien, la façon dont on contrôle l'oscilloscope est franchement un peu agaçante. Lorsqu'on s'est habitué très longtemps à des oscilloscopes avec des vrais boutons et qu'on tombe sur un oscilloscope de ce genre avec des contrôles qu'on essaie de tourner ou des menus qu'on doit essayer de défiler pour trouver les différentes fonctions, on a un petit peu de difficulté, bien honnêtement. Autre chose, de la vue de plusieurs, les ajustements pour, par exemple, le trigger, donc le déclenchement, peut être un peu difficile à régler. Il y a des fonctions qui, on penserait, seraient identiques à sur un vrai appareil physique, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est dû à l'interface elle-même ou si c'est dû à l'usager lui-même, mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile d'opérer ce genre d'oscilloscope. L'autre chose aussi, c'est que souvent, ce genre d'oscilloscope va avoir une gamme de tensions beaucoup plus limitée, comme tension minimum et tension maximale, qu'on peut utiliser. Des oscilloscopes traditionnels vont accepter, imaginez-vous, 250 volts maximum sur leurs entrées. Et donc, vous n'aurez aucun problème à mesurer, par exemple, une tension de secteur ou quelque chose du genre. Par contre, avec les oscilloscopes USB, ce n'est malheureusement pas le cas. Comme ça opère seulement avec une tension de 5 volts, il va y avoir beaucoup de limites du côté de la tension qui peut être mesurée. Alors, c'est quelque chose à retenir. Et vous devez aussi vous attendre à y mettre le prix si vous voulez avoir un oscilloscope PC qui fonctionne quand même assez bien. Vous n'aurez pas cette capacité de bien obtenir toutes les caractéristiques que vous souhaitez avec un oscilloscope qui coûte 100$ ou moins. Alors, il faut y mettre le prix là-dedans aussi si vous voulez quelque chose d'intéressant. Somme toute, en plus, lorsque vous regardez le format de cette chose, donc vous avez besoin d'un ordi, vous avez besoin d'une boîte, la boîte d'oscilloscope, plus le câblage nécessaire. Lorsqu'on regarde tout ça et qu'on compare ça à un oscilloscope traditionnel, il n'y a pas vraiment de gain en poids ni en espace. D'ailleurs, les oscilloscopes plus récents se sont rapetissés énormément depuis qu'il n'y a plus d'écran cathodique. Donc, moi, bien honnêtement, je ne vous recommande pas d'acheter ce genre d'oscilloscope. Vous seriez bien mieux d'utiliser un oscilloscope traditionnel. Si vous voulez en acheter un pour vous amuser, soit, mais ne payez pas une fortune. Je pense que vous seriez déçu. Vous seriez vraiment plus avantagé d'avoir un vrai oscilloscope physique sur votre établi. Alors, je vous ai dit que je vous expliquerais la nécessité d'avoir des terminaisons sur l'oscilloscope à l'occasion. Ici, on a un signal qu'on injecte. C'est un signal de 100 MHz avec une amplitude de 100 mV RMS. Ce signal est produit par un générateur de signal RF. Alors, je l'insère ici. Je lui demande à l'oscilloscope de mesurer l'amplitude RMS et il me dit 197 mV RMS. Alors que le signal, on le sait très bien, a 100 mV. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le signal a en effet présentement beaucoup plus que 100 mV parce que le signal doit être normalement terminé, donc sur une charge de 50 ohms ou 75 dans le cas d'un signal de télévision. En ce cas-ci, c'est 50 ohms. Sinon, l'amplitude va être beaucoup plus grande que ce qu'elle devrait être en réalité. Alors, en terminant le signal 50 ohms, ici, j'ai choisi la terminaison de 50 ohms. Hop, l'amplitude a soudainement baissé et en effet, 101 mV RMS d'amplitude. Alors, cet oscilloscope a des terminaisons de 50 ohms intégrées à l'appareil. Ce ne sont pas tous les oscilloscopes qui ont cette possibilité. Cependant, vous pouvez obtenir, ou même vous la fabriquer vous-même, une terminaison qu'on appelle feed-through, donc une terminaison qui permet
de laisser passer le signal, donc termine mais laisse passer, de sorte que si on tourne en mode de 1 mégahome et qu'on insère la terminaison sur le signal, qu'on ensuite on remet sur l'oscilloscope, on obtient à nouveau environ 100 mV RMS, qui est ce qu'on devrait voir avec l'oscilloscope. Avec le générateur mis à 100 mV RMS, tout simplement parce qu'on a un signal ici d'impédance 50 ohms, et ce signal 50 ohms s'attend à être terminé à l'autre bout. Sinon, l'amplitude du générateur va être plus grande que ce qu'elle devrait être. L'autre inconvénient, c'est que vous risquez de voir des formes d'ondes distorsionnées à l'écran. Si par exemple, vous envoyez une forme d'onde carrée, vous pourriez voir une résonance qui se produit parce que le signal n'est pas bien terminé. Il y a des réflexions dans le câble, réflexions qui finissent par causer de l'énergie indésirable à l'endroit où on veut injecter le signal. Donc, rappelez-vous, plus on va haut en fréquence d'ailleurs, plus ça devient critique d'utiliser une bonne terminaison sur les signaux qu'on veut observer pour pouvoir obtenir ce qu'on veut vraiment obtenir. Dans ce cas-ci, un signal de 100 mV RMS à 100 MHz. Avant de se laisser, quelques petits détails à mentionner. D'abord, assurez-vous de toujours faire la compensation de la sonde logique. Il s'agit d'ajuster sur la sonde logique. La vis d'ajustement, c'est habituellement un condensateur variable. La plupart des sondes logiques ont un trou ici, un autre exemple. Assurez-vous d'ajuster la sonde lorsque vous avez le signal d'étalonnage sur l'oscilloscope, de connecter sur la sonde, pour que la forme d'onde carrée soit le plus carrée possible. N'oubliez pas de faire ça. Autre petit détail, choisissez des oscilloscopes dont la sensibilité sur l'entrée, les deux entrées, la sensibilité verticale, est le plus bas possible. Par exemple, il y a des oscilloscopes qui ne descendent pas plus bas que 10 mV par division. Et il y en a qui vont jusqu'à 1 mV par division et même 500 microvolts par division. Vous voyez tout de suite l'avantage de pouvoir aller dans ces gammes de sensibilité plus grande pour regarder des petits signaux. Cependant, il arrive sur certains oscilloscopes que la bande passante de l'oscilloscope va être réduite lorsqu'on choisit ces gammes les beaucoup plus faibles, donc pour les signaux beaucoup plus faibles. C'est indiqué sur l'oscilloscope habituellement lorsque c'est le cas, lorsque la bande passante est diminuée. Mais c'est quand même un atout intéressant d'avoir, par exemple, 1 ou 2 mV par division, pouvoir afficher à l'écran. N'oubliez pas que les sondes logiques habituellement ont un rapport d'amplitude de 10 à 1, donc ils atténuent le signal envoyé à l'oscilloscope d'un rapport de 10. Donc c'est intéressant d'avoir à ce moment-là une échelle très petite. Alors voilà, ça couvre ce que j'avais à dire sur les oscilloscopes. S'il y a autre chose, j'en rajouterai dans la description du vidéo, bien sûr. Il est possible que j'ai oublié des détails importants. Si vous en connaissez, vous pouvez le mentionner dans les commentaires de cette vidéo. À la prochaine, merci.